Hop. Et bonjour à tous. Bonjour monsieur. Hop, ça. Bonjour. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire 2 TD de matériaux. Donc, on va commencer par les matériaux magnétiques. Donc, il y a 2 exercices, je crois. Et après, on fera le TD sur les matériaux conducteurs, qui a 2 ou 3 exercices. Donc, matériaux magnétiques, circuit à aimant permanent. Que j'enregistre quand même. Tac. Donc voilà le circuit magnétique suivant. Donc on a un aimant permanent qui est ici en hachuré. Et on a un fer qui fait tout le tour. Dessus on a de représenter la ligne de champ moyenne, je ne sais pas c'est quelle lettre, la section S du fer, la longueur LF qui est la longueur moyenne du fer, LA qui est la longueur moyenne de l'aimant. On nous donne la caractéristique de l'aimant permanent, donc du champ magnétique et de l'induction. On nous donne plusieurs caractéristiques. Donc on nous dit que la partie en fer est assimilée à un tube de champ à l'intérieur duquel le flux est égal à phi. Donc on note BF et HF, respectivement l'induction et l'intensité du champ magnétique dans le fer, BR et HA, l'induction et le champ magnétique dans l'aimant, BR et HC, l'induction rémanente et le champ coercitif de l'aimant, S, la section du circuit magnétique, considérée comme constante, LF, la longueur de la partie en fer, MUR, la perméabilité magnétique du fer, LA, la longueur de l'aimant, et on nous donne la perméabilité du vide. Donc première chose, on nous demande de placer les vecteurs champ et induction dans le fer et dans l'aimant, et de choisir un sens pour la ligne de champ moyenne. Hop, tac. Alors, que je récupère ça. Voilà. Alors, comment est-ce que je représente tout ça? Peut-être le mettre en plus gros, ça sert à rien de le mettre si petit. Donc déjà, on va avoir des trucs qui vont suivre notre ligne de champ. Si je veux représenter mon flux phi, je vais le représenter à quel endroit? Sur la ligne de champ moyenne. Voilà. Bon, on va choisir un sens. Moi, je vais choisir dans le sens horaire. Hein. C'est là le sens. On nous dit de choisir le sens. Donc moi, je choisis dans ce sens-là. Hop. Donc ça va être mon flux. Ça pourrait être dans l'autre sens. Hein. C'est voilà. On choisit une convention et on la respecte tout du long. Donc ça, phi, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut que je mette aussi? Va falloir que je mette BF et HF. Donc déjà, dans quel sens ils vont? Est-ce qu'ils vont dans le même sens que le flux, dans le sens inverse? Comment est-ce qu'ils vont? Je crois qu'il y en a un qui va dans le même sens et l'autre qui est perpendiculaire au flux. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Celui qui est perpendiculaire au flux, c'est pas l'induction. Induction magnétique.
Ah, va falloir bosser les gars parce que moi, le magnétique, je suis capable de vous faire l'exercice, mais je suis pas capable de vous sortir tout le cours, toute la théorie. Hein. C'est pas là où je suis le meilleur. Alors, c'est le temps que ça revienne. C'est le premier cours qu'on a fait, ça fait un petit moment qu'on en a. Ouais, matériaux magnétiques, ça doit faire au moins un mois que vous l'avez eu, je crois. Alors, je vais essayer de retrouver sur Moodle le cours. Oh, c'est pas vrai que ça plante encore ce truc. Vous avez pas de problème d'accès à Moodle, vous? Ou à l'ENT? Non. Non? Non. Ah, voilà. Est-ce que j'ai un schéma? Alors, j'ai ça. Est-ce que ça va être suffisant? Moi, je pense que oui. Hop. Allez, charge. Hop, c'est lequel? C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est dans la partie 1 du cours. Donc, si vous regardez, aimantation, lorsqu'on soumet un matériau à un champ magnétique extérieur, il s'aimante. Donc ça va aller dans le même sens que le flux en fait. Donc là, on nous a dit que ça, comment on nous a dit exactement? La partie en fer du circuit magnétique est assimilée à un tube de champ à l'intérieur duquel circule le flux égal à phi. Donc le tube de champ, et on a si on regarde la relation, notre induction et notre champ magnétique, l'intensité du champ magnétique, ça circule dans le même sens, vectoriellement c'est dans le même sens. Et donc du coup, ça va aller dans le même sens. Ok? D'accord. Ça dégage, ça remonte. Hop, donc on va mettre ok. Et en ce qui concerne ce qui se passe dans l'aimant BA et HA, qu'est-ce que je fais? Pareil? Bon, on est d'accord que de toute façon, ça va suivre la ligne de champ. Ça oui. Oui. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, et vous allez voir, de toute façon, on va répondre à la question plus tard. En ce qui concerne le sens, on va le faire plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre BA et HA. On va le mettre dans le même sens que tout le reste. On va voir ce que nous dit l'exercice par la suite. C'est un truc qui... On va répondre à la question numériquement, enfin, mathématiquement tout à l'heure. Donc voilà notre schéma, actuellement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Nous disons choisir un sens, ça c'est bon. Ok. Donc pour ça, on est bon. Ensuite, question suivante. On me demande de donner l'expression de la réluctance R de la partie fer en fonction de la perméabilité
relative, la perméabilité du vide, la section et la longueur du circuit. Du circuit, de la ligne. Hop, tac, tac. Question 1.2. La réluctance. Alors, 1, 2, 3. À quoi est-ce qu'elle est égale? C'est L sur perméabilité du vide fois perméabilité relative fois la section. La section, je la mets au-dessus ou en dessous? En dessous. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, impeccable. Oui. Ensuite, on me dit de trouver l'expression de la différence de potentiel magnétique aux bornes de la partie fer. Alors d'abord, on va l'exprimer en fonction de la réluctance et du flux. Et ensuite, on va développer les expressions de la réluctance et du flux pour exprimer en fonction de LF et de HF. Une question 1.3. Bon, alors s'il y a des moments j'écris delta U, le U là, de la différence de potentiel magnétique, je l'écris comme un U normal, vous prenez que c'est bien la différence de potentiel magnétique, hein, c'est juste une erreur de ma part. Donc delta U, comment est-ce que je peux l'exprimer en fonction de la réluctance et du flux? C'est pas la réluctance fois le flux? Exactement, hop, je vais essayer de retrouver dans le cours. C'est avec les analogies, c'est la même chose que la différence de potentiel. Hop, il est écrit. Voilà. Tac, il y en a. Voilà. Ce qu'on a ici, c'est l'équivalent de la différence de potentiel électrique. U, c'est la réluctance fois le flux. C'est la même chose que la résistance fois le courant. Bon, la réluctance, on sait qu'elle s'écrit en fonction de LF. Donc, comme on nous a demandé d'écrire en fonction de LF, ça, on sait où on va le trouver. Pour HF, comment est-ce qu'on va le trouver? A priori, on va le trouver dans le flux. Donc, mon flux, comment est-ce que je l'écris? C'est pas la force magnétomotrice sur la réluctance? Ouais, mais enfin, tu retournes, si tu veux, c'est la force magnétomotrice. Ah oui, ça va être, oui, voilà. oui, carrément. Ok. Là, on cherche une fonction, enfin, à exprimer le flux en fonction de BF, de BF ou de HF. Parce que BF et HF, on sait qu'ils sont proportionnels. Ouais. Bon, première chose, par exemple, BF, comment est-ce que je l'écris? En fonction de HF. Bah, c'est mu fois HF. Voilà. Donc, mu 0 fois mu R fois HF. Donc, mon flux, il faut que je l'écrive soit en fonction de BF, soit en fonction de HF. Parce qu'on me demande de l'écrire en fonction de HF. Donc, l'un des deux. Si je vous ai donné l'expression, si je vous ai dit de trouver l'expression de BF, il y a peut-être une raison. Flux égale B fois S. Alors, va falloir parler plus près du micro ou plus fort parce que là, j'ai rien entendu. Le flux égale B fois S. J'ai entendu B fois S. Ton micro, il est vraiment bouché.
Alors, l'expression au départ, c'est ça. Et effectivement, comme la section, elle est constante, on peut écrire que c'est BF fois S. Donc du coup, ça va être mu0, mu R fois HF. Ça, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire notre delta U qui était égal à R fois phi, donc c'est LF sur mu0, mu R, S. Là, j'ai oublié le S. Ouais. Non, c'est ça. Ok. C'était le S. Ça, mu0, mu R, HF, S. Donc tout ça, ça se simplifie. Et on a delta U qui s'écrit LF fois HF. C'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Ouais. Ok. Bon. Question suivante. On me demande d'écrire le théorème d'Ampère le long de la ligne de champ moyenne. Et donc, justement, après, on va justifier le sens de la ligne du champ dans l'aimant par rapport à la ligne de champ dans le fer. Donc, mon théorème d'Ampère le long de la ligne de champ moyenne, comment est-ce que je vais l'écrire? L'intégrale de HDL égale au flux. Alors, l'intégrale de H, c'est la question 1.3 ou 4? 4. HDL est égal à quoi? Flux, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas être ça. Alors, c'est pas celle-là que je veux, moi. Alors, je sais pas si celle-là, elle existe, hein, mais c'est pas cette expression-là que je veux. Je vais essayer de la retrouver dans le cours. Alors, théorème d'Ampère. Faraday, force de la place. S'il y en a un qui a l'idée, qui retrouve le théorème d'Ampère. Ah, voilà. Ouais. C'est égal à la différence de potentiel magnétique. Non. Non. Hop. Parce que moi, j'ai ça dans le cours. Moi, j'ai ça. D'accord. Parce que moi, à côté, j'ai une autre relation égale à UM. Je sais pas si c'est correct. Hop, peut-être. Ben, je sais pas. D'accord. Okay. Moi, je me suis basé là-dessus. Donc, c'est la somme sur K des N, I, K. Sachant que ici, dans notre circuit, N, il représente quoi? Nombre de spires. Ouais. On en a combien des spires? C'est pas une, ça ils disent pas. Mais ils disent pas, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de spire. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de spire, ça veut dire que N égale à 0. Donc, je vais avoir mon intégrale qui va être nulle. On est d'accord? Oui. Donc, ce que je vais écrire, c'est que je vais développer mon truc. Donc, selon toute ma ligne de champ. Donc, je vais avoir HA, LA plus HF, LF qui va être égal à 0. Et donc, je vais avoir HA, LA qui est égal à moins HF, LF. Monsieur. Oui. À quoi ça correspond les cercles sur vos intégrales?
Je sais pas, c'était l'intégrale dans le coup qui était marqué dessus. Alors, C'est que c'est un circuit fermé. C'est qu'on Voilà. part d'un point et on revient à l'autre point. Ok. Ok, merci. Donc, ce qu'on voit là, c'est que on a cette expression-là. Donc là, c'est l'expression, elle est en... Comment ça s'appelle? Elle est en valeur scalaire, mais si on devait représenter avec des vecteurs, on aurait du coup HA et HF qui seraient de sens opposé. On est d'accord? Oui. Ok. Donc, si on revient à... Hop, j'ai perdu ma souris. Là, voilà. Si je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure, du coup, j'ai mon... Comment ça s'appelle? Mon HA qui est dans l'autre sens. Par rapport à HF. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je vous disais, on va y revenir. Donc ça, voilà, on l'a calculé comme ça. Que peut-on dire du sens? Donc ça, c'est bon. Question 1.5. En utilisant la caractéristique magnétique de l'aimant permanent. Donc ça, c'est la courbe qu'on a ici à droite. Exprimer la différence de potentiel magnétique aux bornes de l'aimant en fonction des grandeurs propres de l'aimant. Sachant que tout à l'heure, on avait trouvé quoi comme expression? On avait trouvé LFHF. Donc il va falloir modifier l'expression de telle sorte à faire apparaître les grandeurs que l'on a dans la caractéristique de l'aimant. Hop, hop. Tac. Alors, comment est-ce que j'ai écrit ça? Ah oui. Si je devais donner une... donc ça, c'est ma caractéristique de l'aimant. Donc, on peut même préciser que c'est BA et HA. Ok. Si je devais donner une... c'est quoi comme type de courbe? Là, ce que j'ai ici, je vais le mettre en rouge. C'est comme type de fonction. Si on reprend la même chose qu'au lycée. C'est une droite? Ouais. Donc, la caractéristique d'une droite, c'est quoi? X plus B. Voilà. Bon, là, comme les A, on en a déjà, et des B, on en a aussi. Je vais mettre alpha et bêta, histoire de ne pas se tromper, ok? Donc, alpha, HA. Parce que HA, c'est nos abscisses. Donc, c'est l'équivalent de notre X, plus bêta. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, en fonction de ce qu'on a sur la caractéristique, on va définir alpha et bêta. Donc premier truc, on peut faire... alors attends, que j'écris l'expression correctement, ce sera mieux. C'est BA fonction de HA qui est égal à alpha HA fois ça. Donc on va faire le premier truc. BA lorsque HA est égal à 0, il vaut combien? La BR? Il vaut BR. Donc ça veut dire que si je remplace HA dans mon expression au-dessus, par 0, ça fait que HA fois alpha, ça fait 0. Il ne reste plus que bêta. Donc bêta, je sais qu'il est égal à BR. Deuxième truc,
On va prendre deuxième point caractéristique. Lorsque HA il est égal à HC. Qu'est-ce que j'ai comme valeur de BA? 0 du coup. 0. Donc là, je vais avoir alpha HC plus BR qui est égal à 0. Donc ça va me donner alpha est égal à moins BR sur HC. Donc mon expression finale, c'est BA est égal à moins BR HA sur HC plus BR. C'est ça? Ouais. Donc ça, on est bon. Donc ça, on peut à la rigueur simplifier. On peut mettre BR fonction de 1 moins HA sur HC. Ouais. Pourquoi du coup on a un alpha négatif alors qu'on a une droite qui est croissante? Alors, ça va être fonction des valeurs parce que, comment dire? Parce qu'on parle des valeurs négatives de x. Ah non, même pas. Je sais pas comment dire, mais l'expression elle est juste, ça c'est sûr. D'accord. Parce que je me suis posé la même question que toi quand je l'ai fait ce week-end. Je sais pourquoi, mais j'ai vérifié, ça fonctionne. Donc, Ok. D'accord. j'ai plus la raison. Bah, déjà parce que regarde, HC, quand je te donne HC, il est positif ou il est négatif? Oui, a priori, il serait négatif. Voilà, donc il vaut moins à quelque chose à H, donc ça simplifie si tu veux. Oui. Voilà, donc c'était ça. Comment est-ce que j'ai fait ma mayonnaise, moi, derrière? Merde, j'arrive plus à relire ce que j'ai fait. Ah si, voilà. Ça, on est d'accord que c'est égal également à moins LA HA. Ma différence de potentiel magnétique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner cette expression-là. D'ailleurs, c'était pas forcément la peine de simplifier. Je vais retourner cette expression-là pour exprimer HA en fonction de tout le reste. Et je vais implémenter la relation que j'aurais trouvée de HA dans ma différence de potentiel magnétique. Donc là, on va partir de la partie qui est là. Ça fait du BA moins BR qui est égal à moins BR HA sur HC. Ça fait du moins HA qui est égal à BA moins BR sur BR HC. Est-ce que je me suis pas planté en un endroit? Pourquoi j'ai ça, moi? Je me suis planté dans ma correction, ça veut dire? Ah non, ok. Donc mon moins, je vais pouvoir le passer, mon moins qui est là, je vais pouvoir le passer de l'autre côté. Donc là, je mets en plus. Là, je mets le moins devant toute l'expression. Du coup, le moins que j'ai gardé, comme j'avais dans mon expression du moins quelque chose, le moins va se supprimer avec le moins qui est là. Donc,
je vais avoir en différence de potentiel magnétique LA fois BA moins BR sur BR fois HC. Et donc là, j'ai quelque chose qui est fonction uniquement des caractéristiques de l'aimant. Donc tous ces trucs qu'on trouve dans la caractéristique. Est-ce que c'est bien ça? Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la mayonnaise que j'ai fait là, la façon de faire? Vous pouvez vite revenir sur la dernière partie que vous avez fait, là. Ce qui est en noir en dessous d'un cadre en rouge. Ouais. Alors, je vais l'écrire en bleu sur le côté. Donc là, ce que j'ai fait, je suis reparti de BA est égal à moins BR HA sur HC plus BR. Donc j'ai fait BR, je l'ai passé de l'autre côté. Donc ça me fait du BA moins BR est égal à moins BR H1 sur HC. Si je continue, ça me fait du BA moins BR sur BR est égal à moins H1 sur HC. Hop, on va remonter un poil. Et donc du coup, on a HA qui est égal à moins BA moins BR sur BR fois HC. C'était cette partie-là? Ouais, mais du coup, après, le moins disparaît, c'est ça qui me paraît bizarre. Parce que si tu regardes, delta... Ah oui, c'est un sens inverse. Parce que delta U il est égal à moins LA HA. D'accord, oui. Donc le moins avec le moins va faire plus. C'est bon? Oui, c'est bon. Impeccable. Ça, il n'y a pas d'autres questions? Si, du coup, quand vous avez marqué au tout début, mais c'est pour revenir au tout début, quand on a fléché le HA et le BA, ouais. le schéma. Le BA, du coup, il est dans le sens inverse ou il est dans le même sens que le BF? Que je réfléchisse. Il est collinaire avec le HA normalement, donc ouais. Normalement, ils sont dans le même sens, ouais. Ouais, il est collinaire, donc ouais, effectivement, j'ai oublié. Bien vu. Bien vu, bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on est bon là-dessus? Non, c'est bon. Voilà, là on a notre expression de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Question 1.6. Faire apparaître dans la relation obtenue à la question précédente le flux phi. Tenir compte de la remarque de la question 1.4 sur l'essence du champ dans les mains. Alors, comment est-ce que je peux faire apparaître mon flux phi? On a le delta U qui est égal à la réluctance fois le flux, qui est aussi égal à ce qu'on a trouvé juste en dessus là. LA fois BA moins BR sur BR. Fois HC. Ouais, donc alors attends. Delta. Hop. Fois le flux qui est égal à L1 BA moins BR sur BR HC. Alors, ok, là j'ai mon flux, sauf que comment je le fais apparaître dans mon expression? Ah oui, on peut le mettre en égalité, on va pas le faire apparaître.
Alors, est-ce que à un moment, on n'a pas utilisé le flux? Si je remonte. Là, question 1.3. Est-ce que j'ai pas écrit une égalité avec le flux? Si, au théorème d'Ampère. Voilà, ici, là. Le flux, c'est l'intégrale de la section de BDS. Donc on avait écrit que c'était BF fois S. Sauf que si on le fait dans la partie de l'aimant, on va pouvoir l'écrire en fonction de BA et de S, la section étant la même. On est d'accord? Et comme on sait que, ben, comme tu as bien fait la remarque, que BF et BA sont dans les sens opposés, sont de sens opposés, on va pouvoir mettre que phi, c'est moins BA fois S. Ok? Oui. Donc, mon flux est égal à intégrale de S de BDS. J'avais écrit tout à l'heure que c'était BF fois S, mais c'est aussi égal à moins BA fois S. Donc, sachant que j'ai BA qui apparaît dans mon expression, et que moi je vais exprimer en fonction de mon flux, BA, je vais écrire que c'est égal à moins phi sur S. Donc là, après, il faut remplacer. Donc, delta U est égal à LA facteur de moins phi sur S moins BR sur BR HC. On va essayer d'écrire ça un peu plus proprement. Hein. Là, c'est pas forcément très, très simple à lire. Alors, comment est-ce que je peux écrire ça? Je peux écrire que c'est égal à moins LAHC, facteur de phi sur S, moins BR sur BR. Là, je la tente freestyle sans trop regarder mes notes. C'est Ouais. C'est plus BR au numérateur. Ah ouais, bien Le vu. moins BR. Comme j'ai mis le moins devant. Ça, je vais l'écrire que c'est égal à moins LA HC facteur de phi. Qu'est-ce que je voulais mettre moi? Phi sur SBR. Plus 1 de moins. Qu'est-ce que j'écris moi? Phi sur SBR, si, c'est ça. Plus 1. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Si, c'est ça. Phi sur SBR plus 1. Ok. Donc ça va me faire du delta U qui est égal à moins LA HC. LA HC sur SBR fois le flux. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ressortir de ce truc? Ça. Non, c'est pour la question suivante. Donc là, on a écrit du coup la différence de potentiel magnétique en fonction du flux phi. Donc on a une expression qui est assez simple en fonction de phi. Donc je l'ai écrit de cette façon pour la question suivante, qui est de proposer un schéma équivalent, donc selon le modèle d'Hopkinson, du circuit à aimant permanent. Donc l'équivalent, c'est de faire un circuit électrique.
Donc mon circuit électrique, comment est-ce que je le représenterai? Déjà, on va reprendre le... hop, je vais reprendre mon circuit qui est là. Ça. Si je dois faire un équivalent en circuit électrique, déjà mon circuit fer, je peux le représenter par quoi? Une résistance, hein. Ouais, C'est la réluctance. voilà. Donc ça va être la réluctance fer. Ma réluctance fer, elle est traversée, enfin, si on fait un circuit électrique, par un courant, ma résistance, elle est traversée par un courant. L'équivalent du courant, c'est quoi? Le flux. C'est le flux. Si. Ok. Donc après, on arrive à l'aimant. Mon aimant, donc c'est une différence de potentiel. Il va être fonction de quoi? Enfin, il va être représenté par quoi? On peut mettre une source de tension en parallèle avec une réluctance, hein. En parallèle ou en série? En série. Voilà. Donc on va mettre la réluctance de l'aimant en série avec la FEM de l'aimant. Et donc ça, si on regarde, ça va être la différence de potentiel delta U. Donc là, si je vais écrire mon delta U à la manière électrique, avec ce que j'ai écrit dans mon schéma, comment est-ce que j'écrirais mon delta U? RFI plus RFI Phi plus RFI. Ouais. C'est bon? Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Oui, c'est une idée. Oui. Là, si vous regardez delta U, si je fais encore une analogie là, on est d'accord que je peux écrire delta U. Oh merde. Comme ça. J'ai le droit, ça. C'est ce que je viens de faire. Hein. Bah, du coup, c'est juste RFI. C'est juste RFI, du coup. Ça dépend pas d'un bas. Voilà. Mais par contre, je peux écrire delta U en fonction de UA et de RAFI. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. C'est égal à UA plus RAFI. Et après, je crois que... Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Donc là, c'est pour aborder cette partie-là, donc le schéma d'Hopkinson. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Non? Donc là, vous avez vu, donc on a représenté, donc on a fait tous les calculs pour pouvoir représenter au final notre potentiel. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, là, j'ai écrit UA plus RAFI. Et si on regarde par rapport à ce que j'ai écrit ici, j'aurais moyen de faire apparaître mon UA et mon RAFI. Et mon RA. J'aurai les valeurs directement. On est d'accord? Vu qu'on a le même type d'expression. Oui. Ok? Voilà, c'était ça le truc que je voulais finir à la fin. Ok, donc ça c'est bon. Donc, deuxième exercice. Hop.
que je revienne là. Alors, on s'intéresse à un circuit magnétique qui comporte un aimant permanent de type indox dont la courbe de désaimantation est donnée ci-après. Ce type d'aimant appartient à la famille des ferrites qui possèdent des champs coercitifs très élevés, de manière que, même si leur induction rémanente est faible, leur produit d'énergie reste élevé. On rencontre ce type d'aimant dans les pièces polaires de certains moteurs, dans les bandes de caoutchouc servant à sceller les portes des réfrigérateurs et dans les bandes magnétiques d'enregistrement. Donc là, j'ai plusieurs caractéristiques de plusieurs matériaux, et celui qui nous intéresse, c'est donc celui-là, l'indox. Et on nous donne les valeurs, ici. On nous donne les valeurs donc, de HT, de BR et du produit énergétique max. Ok. Donc, on nous dit que le point optimal de fonctionnement de l'aimant, pour lequel son volume est minimum, correspond à B égale 0,2 Tesla, ici, et H égale 100 kA par mètre. Donc en gros, ce serait le point qui est là. Expliquer comment ont été déterminées ces valeurs. Alors, je laisse le graphe en gros. Et on essaie de réfléchir comment est-ce que ça a été... je vais peut-être même le copier, comme ça on va pouvoir le dessiner dessus. Je vous laisse commencer à réfléchir le temps que je fasse ma bidouille sur comment ce point il a été calculé. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le sujet? On nous dit le point optimal de fonctionnement de l'aimant. Alors ça veut dire quoi, optimal? C'est pas la meilleure... Enfin, le point pour lequel... c'est comme c'est écrit, là où on a besoin du moins de matière pour un fonctionnement donné. Ouais, et si on regarde par rapport à ce qu'on nous a donné comme information, donc là, tu me dis ça, comment est-ce qu'ils l'écrivent? Non, c'est pas marqué là. Donc ça permet d'avoir le volume faible. Qu'est-ce qu'on a comme information, comme données sur cet aimant? Si on regarde, on a son induction rémanente maximale, donc 0,3 Tesla. Son champ coercitif maximal, on l'a à 200 kA par mètre. On a son produit énergétique maximal qui est de 20 kJ par mètre cube. Et son point de Curie de 980 degrés. Alors comment est-ce qu'on a pu obtenir le 0,2 Tesla et le 100 kA par mètre? Est-ce que ça a un lien du coup avec le point de Curie? Alors non. Non. Donc si ça... sur la température la plus élevée. Comment? Comment ça se fait que ce point-là, il soit à la température la plus élevée du point de Curie? Alors non, c'est pas que ce point est à la température du point de Curie. Oui, je suis bête, oui, c'est le matériau. C'est une information sur le matériau. C'est comme si on te disait le point de fusion, quoi. Oui. Okay. Donc, bon, le point de Curie, c'est pas ce qui nous intéresse là. Il nous reste quoi comme information? Il nous reste l'induction rémanente, le champ coercitif et le produit énergétique.
Alors, à votre avis, à partir de quoi est-ce qu'on a déterminé le point optimal? À partir du produit énergétique, non? Ouais, parce que regarde, on dit le point optimal de fonctionnement de l'aimant pour lequel son volume est minimum, et le produit énergétique, son unité, c'est quoi? Le jaune par mètre cube, non? Voilà, c'est une densité volumique d'énergie, en fait, au final. Donc, en fait, si on regarde, donc le produit énergétique, je sais pas c'est quoi son expression, hein, donc on va mettre BH max. On nous dit qu'il est égal à 20 kJ par mètre cube. Donc ça veut dire qu'il y a un point pour lequel B fois H, il fait 20 kJ par mètre cube. Et donc si on se balade sur la courbe, effectivement, il y a un point qui correspond bien. C'est 0,2 fois 100. D'où ce point de fonctionnement optimal. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Et du coup, on trouve B et H en fonction du coup du produit énergétique. C'est pas l'inverse. Ouais. Alors là, ça va être les B et H pour le point optimal. Parce qu'on veut se mettre vraiment dans ce cas particulier. Ça, alors après, on va revenir sur le sujet. On nous dit, voilà, donc, donc le circuit magnétique dans lequel est inséré l'élément est ici. Donc on a notre aimant entre deux pièces polaires. L'entrefer a les dimensions indiquées sur le dessin. Donc il a une section de 20 cm² et une distance de 5 mm. Les pièces polaires sont considérées comme des guides de flux parfaits, de perméabilité relative infinie. Les pertes de flux dans l'entrefer sont négligeables. Alors ça, bon, on va pas l'utiliser tout de suite, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est des guides de flux parfaits, de perméabilité relative infinie. Le flux, il est que dans le matériau? Alors, pas tout à fait, parce que si on te dit c'est un guide de flux parfait, si on devait faire une analogie, par exemple, avec en mécanique des fluides, si, je sais pas s'il vous l'a présenté comme ça, Monsieur Beaufils, est-ce qu'il vous a parlé des fluides parfaits? Par rapport à la viscosité? Ouais, la viscosité. Donc, si on a un fluide qui n'a pas de viscosité, il va pas avoir de perte de charge. Donc là, si on a un guide de flux parfait, en fait, l'analogie, ça va être que on va pas avoir de perte de flux. Donc, en fait, la réluctance de ces pièces polaires, comme c'est des guides de flux parfaits, elle va être nulle. Est-ce que je suis bien clair ou pas? Ouais. Donc, on a ces... Monsieur, Oui. du coup, ça revient à dire qu'il n'y a pas de perte magnétique, c'est ça? Dans les pièces polaires, non. Ouais, ok, d'accord. De même, les pertes de flux dans l'entrefer sont négligeables, on nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 1, 2, 3. Ok. Alors, il faut que je récupère ça. Donc, on va en mettre là. La question, c'est de placer... Hop. La ligne de champ moyenne. Tracer la ligne de champ moyenne, donc on va tracer ça comme ça. Hein. Je fais du mieux que je peux. Hein. Donc ça, c'est ma ligne de champ moyenne. Oh, pas mal. Les vecteurs de champ et d'induction dans l'entrefer, dans le fer et dans l'aimant. Et choisir un sens pour tout ça. On va rester comme tout à l'heure. Moi, j'aime bien garder mon sens horaire. Donc, comme ça.
comme ça, comme ça. Donc ça, c'est mon flux. Du coup, oh là, je suis fatigué le matin. Si je représente mon 1, 2, 3 dans l'entrefer, on va appeler BE et HE. Ils vont être dans quel sens? Dans le même sens, enfin vers la gauche, du coup, dans le même sens que le flux. Ouais. Ok, et pour mon... dans l'aimant, Sens inverse. Ouais, c'est ça. voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va être dans le sens inverse. Ok. Ça c'est bon. Est-ce que... Ok. Donc là on a tracé tout ce qu'il fallait. J'aurais pu faire le schéma en plus gros parce que là c'est pas forcément bien lisible. Mais bon, on va devoir se faire avec. Question 2.3. On me demande de calculer le flux magnétique phi dans l'entrefer. Donc quelle expression je vais utiliser pour calculer mon flux magnétique? Monsieur, il fallait le tracer dans le fer aussi. Du coup, c'est dans le même sens que l'entrefer. Les HA et enfin les HF et BF. Ah ouais. Oui, oui, oui. Attends-moi. 2 secondes. Oui, mais je suis en cours là. Bah oui. Hop. Donc du coup, ils sont dans ce sens-là. Des pièces polaires. Donc on nous voilà. Et le H du coup, comme fatigué. Le H du coup, lui, il va être proche de 0 parce qu'on nous a dit que c'était un guide de flux parfait. Ça, qu'est-ce qu'il fallait que je mette? Oui, phi. Phi, on a dit que c'était quoi comme relation? B fois S. BS. Ouais. Bon, prenez l'habitude quand même d'écrire à chaque fois l'intégrale. Que même si vous le simplifiez à chaque fois, ça montre que vous recrachez pas le TD directement. Vous savez d'où la formule que vous utilisez sort. Donc on nous dit de le calculer dans l'entrefer. Donc ça va être B de l'entrefer fois la section de l'entrefer. Est-ce que je connais toutes les données? Est-ce que je le connais? Oui, on a la section d'entrefer. Est-ce qu'on a BE? Non, pas BE. Alors, je vous avoue que moi, j'ai galéré à le trouver, même si c'est écrit en gros, en plein milieu. C'est écrit là, et je vous avoue que j'ai cherché pendant un bout de temps. On souhaite obtenir une induction dans l'entrefer de 0,6 Tesla. Si, on a BE. Voilà. Donc, même quand on essaye de lire attentivement, il y a des fois, ça saute pas aux yeux. Donc, 0,6 Tesla. Ok. Donc, 20, on m'a dit centimètres carrés. Donc, comme il faut que je le mette en mètres carrés, je mets 10 moins 4. Et ça me donne un flux de combien? — 0,0012 Tesla. Alors, il est en Tesla, le flux? Non. Ampère par mètre? Non, non, je dis une bêtise. Des Weber. Voilà. Alors, si tu m'as dit combien? 0, combien? 0,2 10 moins 3.
0,0012. Ça. C'est bien ça? J'ai bien mis le bon nombre de zéros. C'est bon. Bon, histoire de ne pas s'emmerder avec les zéros. Ça fait 1,2 millivébert. Ok. Donc ensuite, on nous demande de déterminer la section de l'aimant de manière à ce que le point de fonctionnement soit optimal. Alors, comment est-ce que je fais ça? Déjà, si on me dit, pour que le point de fonctionnement soit optimal, ça veut dire que je vais très certainement utiliser le point de fonctionnement optimal de 0,2 Tesla et de 100 kA par mètre. On est d'accord? Donc je vais avoir du B ou du H qui va ressortir. Donc la question, ça va être de qu'est-ce qui est fonction de B ou de H et qui est fait également ressortir la section. Bah, c'est le flux. Ouais. Ouais. On prend le flux qu'on vient de calculer, on a du coup notre B, et on peut en déduire le S. Voilà. Donc on a une conservation du flux. Monsieur, on va voir votre tablette. Ah merde. Hop. Conservation du flux phi. Donc on a phi qui était égal à BESE et qui est égal à BA Donc de ça, je peux ressortir SA qui est égal à phi sur BA. Sachant que phi, on a dit que c'était 1,2 fois 10-3. BA, on a dit que c'était combien? 0,2. 0,2. Et donc ça me fait combien? 1,2 sur 0,2. C'est pareil que 12 sur 2. 12 sur 2, ça fait 6. 6, 10, 3. 3 mètres carrés. Et donc là, si je fais, soit ça fait 0,6 décimètres cubes. Non, on va mettre en centimètres, enfin centimètres carrés. On va mettre 60 centimètres carrés. Les centimètres carrés, c'est du 10-4. Donc il faut qu'on ait une section d'aimant de 60 centimètres carrés. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? De calculer la force magnétomotrice que doit produire l'aimant. Comment est-ce que je calcule ça, la force magnétomotrice? Déjà, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Ça. Son symbole. Epsilon. Epsilon. Je l'ai marqué comme ça dans le cours, mais j'ai dû pas marquer le même que le prof du coup. Ah merde, parce que moi j'avais pas epsilon en tête. Moi j'avais plutôt un delta U, tu vois. Ah oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui sortait du théorème d'Ampère. Ouais. Somme de K de... Ah oui, effectivement, il l'a noté epsilon dans le cours. Oui. Autant pour moi. Ouais, donc ici, nous, ça va être le delta U, un peu à la même manière que ce qu'on a calculé tout à l'heure. Notre force magnétomotrice. Parce que si on regarde ce qu'on a fait tout à l'heure, si je remonte un peu. Donc, dans notre équivalent ici, là, notre delta U. Donc, on va avoir le flux phi, le RF. Donc, ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Sachant que on a dit ici que les pièces polaires, elles ont une perméabilité magnétique infinie. Donc ça veut dire quoi sur la réluctance des pièces polaires? Il est nul. Voilà. Donc du coup, notre delta U qui est égal à R phi,
La réluctance qu'on va avoir, c'est laquelle? De l'entrefer. Ouais. Et donc, du coup, ça, je le calcule comment? RE, comment, Monsieur, comment... Oui. je comprends pas comment on sait que c'est la réluctance de l'entrefer. Donc, on va faire un petit schéma. Donc, on a notre aimant qui est là. Alors, comment est-ce que je le fais? Hop. Donc, ça, c'est ma force magnétomotrice. Si je dois mettre ça, c'est ma réluctance des pièces polaires. Et je sais qu'elle est égale à 0. Parce qu'on a mu R qui tend vers l'infini. Et j'ai la réluctance. Ok. Ouais, c'est comme tout à l'heure, je trouve. C'est exactement pareil. Ouais, ok. Donc RE, je le calcule comment? Du coup, c'est L sur mu 0 mu R sur S. Alors, attends. L sur mu 0 mu R. Alors, l'entrefer, c'est quoi comme matériau? C'est de l'air, non? De l'air. Et donc, la perméabilité relative de l'air, c'est combien? C'est 1. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de mettre le mu R. Ok. Fois SE, Ouais, donc la section de l'entrefer. Donc L, on va mettre LE pour dire que c'est bien l'épaisseur d'entrefer, fois le flux. Voilà. Tac. Donc mon delta U, il est égal. LE, on m'a dit que c'était 5 mm. Sur mu 0, c'est 4 pi 10-7, c'est ça? Fois 20 fois 10 moins 10-7. 4 fois phi, on avait dit que c'était combien? 1,2, 10 moins 3. Si je dis pas de conneries, c'est ça. On va le marquer là quand même. C'est epsilon qui est de la delta. 2387. 2387. Et l'unité, c'est quoi? Bonne question. C'est une différence de tension, donc ça dévote. Alors attends, une différence de potentiel magnétique. Ah, pas du tout des volts. Voilà. Fais attention, on est en analogie électrique, on n'est pas en électrique. C'est pas des ampères. Si. Bon, correctement, ce sera mieux. Donc c'est des ampères, ma force magnétomotrice. Ça, et donc, qu'est-ce que j'ai ensuite à faire? On constate que... Ah non, d'abord des questions de 2.6. Si on fait les trucs dans l'ordre, ça marchera mieux. Question de 2.6, on me demande de calculer la longueur de l'aimant. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Bah, avec la même expression, mais du coup, au lieu d'avoir LE et SE, on aura LA et SA. Avec l'expression de la force magnétomotrice en fonction de longueur fois... Ouais, c'est pas comme ça que j'ai fait, mais effectivement, on peut faire comme ça.
Du coup, on va mettre delta U égale à R fois phi. Est-ce qu'on l'a, la perméabilité de l'aimant? Allez, on fait pas comme ça. Mais sinon, ouais, ce serait une façon de faire. Si on avait la perméabilité relative de l'aimant, effectivement, tu pourrais faire comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Si on écrit le théorème d'Ampère, est-ce qu'on a un bobinage cette fois? Non plus. Non plus. Donc on va avoir notre intégrale de HDL qui va encore une fois être nulle. On est d'accord? Oui. Et donc ce qu'on va pouvoir mettre en égalité, c'est le H de l'aimant avec le H de l'entrefer et des longueurs respectives de l'aimant et de l'entrefer. Oui. Ouais. Donc on écrit le théorème d'Ampère. Car n égale à 0. Et donc on va avoir du HALA qui est égal à moins HELE. Donc ici, ce qu'on veut, nous, c'est c'est LA. Donc c'est moins HE sur... Merde. HALE. Est-ce que HA, on l'a? Oui. Il vaut combien? Ah non, on a BA, mais on peut remonter à H. Ah, du coup. Ben, ton point optimal. Et 100, non? Ah oui, le point Eh optimal ouais. 0,2. 100 kilos. 100. C'est des kilos ampères par mètre, c'est ça? Ah, ben de là, pardon. on aurait pu trouver le muer, du coup. De là, on aurait pu... Ouais. On a B et H. On peut en déduire le muer. Ouais. Ben, on va le faire juste après pour voir si on retrouve bien la même chose. Donc ça, HE, est-ce qu'on l'a? La réponse doit être oui, mais. Mais comment est-ce que tu l'aurais calculé ton HA? Tu voulais le calculer comment tout à l'heure? Ah, ben oui, on a BE, et on sait que muer de l'air, c'est 1. Voilà. Du coup, ben BE égale HE. Il y a un mu0 quand même. Non, ouais, il y a mu0. Et BE sur mu0. LE, on sait qu'il fait 5 mm. Donc, LA. Bon, le moins, il va dégager parce que c'est une histoire de convention de signe, donc on le fait dégager parce qu'une longueur négative, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Donc, ça va nous faire du BE, on avait dit que c'était 0,6 sur 4 pi 10 moins 7 fois 110 puissance 3 fois 5 fois 10 moins 3. Et en dessous, je vais écrire pour la partie d'après. Delta. 0,023 mètres. 0,023 mètres. Ça fait 23 mm.
Ok, alors ça, donc on va essayer de faire le reste. Donc mu R c'est égal à... Enfin, mu 0 mu R, même, on va mettre. C'est égal à BE, B1 sur HA. Et donc ça, si je réécris delta U qui est égal à HA sur B1 L SA phi, ça nous donne que LA est égal à delta U BA SA sur HA LA phi. Et ça va me faire du... Alors, s'il y en a un qui veut prendre la calculette en même temps que moi, comme ça... Il n'y a pas de LA au dénominateur. Ah oui, bien vu. Ouais. Alors, 2300 combien 87 fois BA 0,2 fois SA, on avait dit que SA c'était 6 3 HA c'est 10 puissance 5 fois phi, on avait calculé combien 1,2 10.3. 3. Et vous trouvez combien? Merde. Hop. Quel côté faut que je me décale par là? Moi je trouve 23,9 mm. Ton 23 tout à l'heure c'était 23 tout rond ou C'était plus 24 que 23. Ouais. Donc on retrouve bien la même chose. Donc les deux méthodes sont strictement équivalentes. Donc là l'avantage c'est que vous avez vu les deux manières de le faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris au moins une des deux manières? Oui. Ok, donc là, pour celui-là, du coup, la partie magnétique, du coup, on est bon. Si je dis pas de bêtises, on a fini le sujet. On va faire la pause, un quart d'heure, le temps de prendre un café, de souffler un peu. Et on enchaîne donc du coup à 10h05 sur les matériaux conducteurs. Ok? Ok. Eh bien, à tout de suite.